Attention, s'il vous plaît. Nous avons enregistré la présence de Madame le secrétaire général, qui représente Monsieur le président de l'ANP. Elle a à ses côtés Monsieur le directeur de la presse, de la production de l'information numérique. Donc, nous allons entamer notre session. Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur, Madame la fondatrice et la formatrice, chers consoeurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, bienvenue à la 38e session d'ANP Academy qui se tient autour du thème protection des sources et sécurité du journaliste, quels outils et mécanismes en période électorale. Les sources constituent les fondements du journalisme, on le sait. Sans elles, il serait quasiment impossible aux journalistes d'obtenir des informations. Les différents genres journalistiques, qu'il s'agisse de reportage, d'analyse ou d'investigation, s'appuient sur la collecte de l'information par les journalistes auprès d'une grande variété de sources qui peuvent être des documents officiels, des bases de données, des témoignages de personnes impliquées ou non dans un événement. Dès lors, leur protection est essentielle pour garantir la liberté de la presse et le droit du public à l'information. Concernant la sécurité des journalistes, jeu est crucial pour la liberté de la presse et le droit à l'information. Elle implique la protection des journalistes contre les menaces physiques et morales, y compris la violence, l'intimidation, le harcèlement et les atteintes à leur intégrité physique. C'est pour débattre de ces deux concepts, surtout trouver les outils et mécanismes en période électorale, que l'ANP a sollicité l'expertise de Mme Ma Camara pour la 38e session de son académie. Mais bien avant, nous allons laisser la parole à Mme Al pour le mot de bienvenue, de salutation aux participants. Merci, Monsieur Assoumou. Comme vous le savez, je prends la baleine pour aujourd'hui. Avec votre permission, je préfère laisser la parole au directeur. La voix n'est pas très bonne, la santé n'est pas au point. Donc, avec votre permission, le directeur passera le mot de bienvenue. Je vous en prie. Merci, Madame la Secrétaire générale. On vous souhaite un prompt rétablissement. Monsieur, je voudrais, au nom du président Samba Kone et du conseil, vous souhaiter la bienvenue à cette session d'ANP Academy. C'est la 38e, il a dit. Et elle est consacrée à un thème qui nous paraît important parce qu'on a les élections en vue. Le thème, il est un peu spécial parce que ce n'est pas tous les jours qu'on en parle, mais c'est quelque chose d'important, surtout pour cette période-là. C'est pour cela que nous l'avons programmé. Il y a certains d'entre vous, peut-être qui connaissent déjà comment ça se passe, parce qu'ils ont fait le terrain, mais il y a de nouveaux aussi parmi vous. Et pour eux, il est toujours bon de revenir sur ce genre de choses, parce que certains n'ont pas été dans des écoles de formation, ils ont fait le terrain, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas forcément, et on a toujours besoin d'espace pour échanger avec ceux qui ont une plus grande expérience. Donc, je voudrais demander, en attendant que les autres nous prennent en cours, que nous soyons très attentifs à la communication de Mme Makamara. Et je pense qu'on va en tirer beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Et merci, M. Assoumou. Alors, il m'a été soumis un CV de Mme Makamara, un CV très dense. J'ai ressorti de ce CV quelques éléments. Madame, acceptez que j'en omette quelques-uns. Que dire de Mme Makamara? On dira d'entrée qu'elle incarne l'excellence et l'innovation dans le journalisme audiovisuel en Côte d'Ivoire et en Afrique. Première femme journaliste et reporter d'IMAS JRI en Côte d'Ivoire, elle est une figure incontournable en Afrique spécialisée dans les questions de sécurité et de crise. Journaliste d'investigation, réalisatrice, productrice et entrepreneur, elle est reconnue pour sa rigueur professionnelle sur l'évolution des médias en Afrique. Née à Abidjan, elle est un pur produit du système éducatif ivoirien. Animée par une passion précoce pour les médias cinématographiques, elle s'est illustrée dans le journalisme de terrain, couvrant avec brio les crises en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et en Centrafrique.
Elle a occupé des postes stratégiques tels que présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Elle est responsable de projet au REPRELSI, le réseau de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Elle est membre fondatrice des Médias sans frontières en France, membre de l'Association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté. Son engagement sur le terrain et sa capacité à porter des projets innovateurs lui ont valu une reconnaissance internationale. Elle est entrepreneur dans l'âme. Elle a cofondé Suite Agence, Destinée Afrique. En parallèle, elle a collaboré avec VOA, Voix d'Afrique, TF1, Al Jazeera, AP, Associated Press, Bing Sport, Africa News, Euronews, Radio-Canada, APA News, où elle a été responsable de l'unité vidéo. Actuellement, elle est coordonnatrice régionale Afrique pour France 24, Pool Africa, un rôle stratégique qui lui permet de piloter des projets médiatiques d'envergure. Responsable commercial à Capture France, une société de captation et de diffusion accréditée auprès de la FIFA et de la CAF. Elle a couvert des matchs importants. Depuis 2018, elle forme en communication opérationnelle à l'Académie des forces armées des Ambacro et à l'école de police d'Abidjan. Depuis 2019, elle intervient comme formatrice en réalisation audiovisuelle à l'ISTC Polytechnique. Elle anime également des masterclass mensuels destinés à préparer une nouvelle génération de JRI en Afrique, alliant rigueur, éthique et innovation. Nous allons terminer sur cette présentation pour dire que Mme Camara est lauréate du prix d'excellence pour le développement des médias en 2023. C'est un prix qui lui a été remis par M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Elle est chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Vraiment, c'est long, mais nous allons nous arrêter là. Mme Camara. Le thème d'aujourd'hui, protection des sources de journalisme, du journaliste, quels outils et quels mécanismes en période électorale. À présent, nous faisons la place pour votre communication. Merci. Ok, merci, cher Aîné. Madame la secrétaire générale représentant le président de l'ANP, cher Aîné, parce que je dis cher Aîné, je reconnais pas mal de doyens dans la salle et ça me réjouit déjà de savoir que euh, même les personnes plus âgées que nous cherchent toujours à apprendre et à comprendre et c'est important. C'est important et ça me permet de remercier en tout cas l'autorité nationale de la presse avec à sa tête le président Samba Kone, non seulement pour cette opportunité de nous instruire, mais aussi pour l'initiative de ce cadre d'échange sur les enjeux éthiques, juridiques et numériques à l'approche de l'élection présidentielle dans notre pays. Pourquoi j'ai dit opportunité pour nous instruire? Parce que nous allons tous apprendre. Ça sera très interactif. Je vais apprendre de vous, vous allez également apprendre de moi. Donc, je pense que souvent, on pense savoir tout avec notre expérience professionnelle. Il est important de se former, mais il est toujours essentiel de se recycler. C'est très important car nul n'est à l'abri des agressions ou des manipulations. Nous sommes tous des victimes de la manipulation parce qu'à partir du moment où vous êtes journaliste, que on vous sollicite souvent pour non seulement la couverture, mais également pour certaines informations qu'on met à votre disposition, vous n'êtes pas à l'abri de la manipulation, soit l'ancienneté, quelle que soit l'expérience professionnelle qu'on a. Donc, ce thème protection des sources et sécurité des journalistes en période électorale renvoie à deux enjeux internationaux fondamentaux, désolé, pour l'exercice libre et responsable du journaliste particulièrement en contexte électoral, et bientôt en octobre 2025, ça sera les élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Et c'est sûr que certains pays de l'Afrique, comme la Guinée, je crois, tout ça, et certains parmi vous iront également faire la couverture de ces événements-là dans ces
pays. Donc, qu'il est particulièrement en contexte électoral où les tensions politiques, les risques et de désinformation surtout, et les pressions sur la presse vont s'accentuer. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé la pression sur la presse, tout ça. Donc, il est toujours important de se préparer. Les périodes électorales sont les moments particuliers sensibles pour les journalistes. Les pressions politiques s'intensifient, les fausses informations circulent plus facilement et les tentatives de manipulation se multiplient. Dans ce contexte, le rôle du journaliste devient plus que jamais essentiel, c'est-à-dire garantir au public un accès à une information fiable, indépendante et pluraliste. Notre mission en tant que journaliste implique aussi une responsabilité souvent très délicate, celle de la protection des sources confidentielles, d'où le thème de cette masterclass que nous sommes en train de faire, la protection des sources d'information. Alors, si vous me permettez, Madame la Secrétaire générale, j'ai une question à poser. Qui a été déjà parmi nous confronté lors d'une audition à dénoncer sa source d'information? Parmi nous, qui a été déjà confronté une fois lors d'une audition? Oui, on va venir avec le micro. Ah, d'accord. Pouvez-nous partager votre expérience avant qu'on ne poursuive? Bonjour, je suis Moussa Kamara, je suis journaliste à Nasso Presse, je suis le fondateur aussi de Nasso Presse. Je suis spécialisé en agriculture, journaliste aussi au magazine français Afrique Agriculture. En 2020, à la veille des élections, j'ai eu à croiser un acteur agricole qui m'a donné certaines informations. Et quand j'ai relayé ça dans mon magazine, vraiment c'est sorti parce que ce magazine-là s'est vendu un peu partout dans le monde, Afrique Agriculture. Donc quand c'est sorti, les producteurs se sont levés, ils ont organisé une marche pour réclamer tout, c'est-à-dire que l'argent, parce que dans ce papier, on m'a donné certaines informations où choses, Yves Ibrahim, le DG du conseil Café Cacao, avait fait des détournements fonds des producteurs. Et ma source m'a donné toutes les références que j'ai mis dans mon papier. Voilà, quand les producteurs se sont levés, j'ai été procureur de la République d'alors, Tchimou, au plateau, et j'ai été auditionné pendant quelques heures. Il m'a mis la pression de dénoncer, de donner ma source. Bon, ben, vraiment, j'ai refusé. Et j'ai reçu des menaces que je peux me déférer tout ça, tout ça. Bon. Après, un autre jour encore, on me convoque. Je pense qu'il a fait aussi des recherches. Et il m'a appelé, il dit, bon, vraiment, en tout cas, tu as fait un travail professionnel, mais comme nous sommes en période électorale, on a des semaines des élections présidentielles de 2020. Quand ce genre de papier sort, ça peut créer autre chose. Donc, dans ces périodes sensibles, il faut s'abstenir à publier certains papiers. Voilà, parce que c'est dangereux. Les gens peuvent profiter des manifestations des producteurs pour orchestrer autre chose. Donc, il m'a donné quelques consignes et en tout cas, il m'a laissé partir. Donc, voilà la petite expérience que j'ai reçue en 2020, à 2 semaines des élections électorales. Merci. Merci beaucoup pour cette expérience partagée. J'ai l'envie de poser cette question. Est-ce que pour un environnement paisible, nous sommes obligés de faire de la reconstruction d'informations?
La question est pour tout le monde. Je suis à l'aise quand je suis debout. Vous n'avez pas compris la question? Pour un environnement apaisé, est-ce que nous sommes obligés de faire de la rétention d'informations, comme le conseil que c'est un lieutenant qui vous a donné, ou le procureur a donné à notre confrère? Pour un environnement apaisé, est-ce que nous sommes obligés de faire de la rétention d'informations? Nguesamba Opportune, journaliste à afriquemonde.com. En tant que journaliste, notre profession nous exige de donner l'information. Donc, je ne crois pas qu'en période électorale, de la rétention d'informations, en ce qui me concerne. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, l'information doit être publiée, quel que soit ce qu'il va arriver, c'est ça? Non, Pas forcément. pas forcément D'accord. ce qui va arriver. Mais nous, notre métier, là, on doit toujours travailler. On doit Voilà, pas toujours parce qu'il y a une travailler. période électorale qu'on doit s'abstenir de donner l'information. D'accord. Voilà. D'autres Merci. avis? Merci beaucoup, Potine. Je suis Kwao, l'agence ivoirienne de presse. Je suis le sous-directeur de l'information. Le journaliste doit donner l'information, mais il doit savoir donner l'information en s'entourant de tout ce qui est. D'abord, le contexte. Quand nous sommes dans un contexte où l'atmosphère est surchauffée, comme on le voit actuellement, il faut savoir utiliser les mots pour dire, pour donner l'information qu'il faut donner. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord. D'autres? Merci beaucoup, cher René. Merci, moi c'est Charles Zayé, journaliste à yeclo.com. Pour moi, il faut donner l'information. Vient de souligner mes devanciers, le journaliste, c'est celui qui donne l'information, la vraie information à la population. Et nous sommes indépendants, on ne dépend pas de quelqu'un. Et lorsque l'information est vérifiée, quel que soit le contexte, soit nous sommes, chose qu'on appelle, en une année non électorale, mais en année électorale, quelle que soit l'information, si elle est vérifiée, bien vérifiée, il faut donner l'information. Parce que retenir l'information, d'abord, c'est de mentir d'abord à nos lecteurs et mentir aussi aux populations parce qu'on ne donne pas l'information. Le journaliste n'a pas de pression. Si nous sommes dans un pays libre, démocrate, où la liberté de la presse n'est pas menacée, je pense que quel que soit le temps, le journaliste a l'obligation de donner l'information. Merci beaucoup. Quelles que soient les conséquences, vous soutenez? Quelles que soient les conséquences, puisque c'est notre rôle. D'accord. L'information est vérifiée. Pourquoi retenir l'information? Si on retient l'information, ça veut dire qu'on ne fait pas notre rôle. D'accord. Alors, quelqu'un? Pas de réaction? Il y a opportune. C'est quoi votre prénom déjà? Il n'entend pas? Charles Zaï. Charles, d'accord. Opportune et Charles disent qu'il faut diffuser l'information et éviter de faire de la rétention d'informations. Le doyen Kwao dit, quelle que soit l'information que nous recevons, il faut d'abord analyser, c'est bien ça? Il faut d'abord analyser avant de la diffuser. Les autres disent quoi? Oui? Bonjour, je suis Diomandé Karamoko, journaliste sur le banco.net. Comme mes confrères l'ont dit, le journaliste a pour fonction première de donner l'information. Mais à partir du moment où on sait, même si l'information est vérifiée, on sait que cette information est susceptible de créer des troubles graves, des conséquences graves, je pense qu'il faut s'abstenir de donner cette information. D'accord. Alors,
En tout cas, merci pour vos réactions. Je suis plus ou moins d'accord avec les deux parties. Effectivement, lorsque nous recevons l'information, notre rôle, au fait, c'est non seulement d'abord de vérifier l'information, mais après la vérification, il y a ce qu'on appelle le traitement de l'information. On peut recevoir une information et on se dit, en diffusant cette information, il peut peut-être avoir des conséquences graves. En tant que journaliste, nous faisons partie également de la société. S'il y a des conséquences graves, est-ce que nous serons épargnés? Non, ne seront pas épargnés. Donc, le traitement nous permet par moment, souvent on dit non, il faut donner l'information telle que reçue, mais très souvent on fait de la rétention sans le savoir, parce qu'on se dit, tel qu'il a dit cette phrase, on la diffuse comme ça, ou par exemple, un appel à l'insurrection, peut-être à manifestation, vous diffusez, vous tombez sur le coup de la loi, n'est-ce pas? On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça ou pas? Le PPACU, le PDCI appelle tout à l'heure à manifester dans la rue. D'accord? On récupère l'extrait et tout de suite on balance. On vous appelle, sortez dans les rues, manifestez, faites ceci, faites cela. Et s'il y a le nombre de morts et qu'il y a une plainte qui est portée, vous, en tant que journaliste, c'est sûr que vous ne serez pas épargné parce que vous avez contribué à à, à tout ce qui s'est passé, s'il y a eu des morts, s'il y a eu des blessés et autres. Donc, quelle que soit l'information que nous recevons, il y a ce que nous faisons d'abord, qui est le traitement. Et la rétention, ça fait partie du traitement de l'information, ça fait partie de l'écriture journalistique. Le traitement de l'information, ça fait partie du traitement journalistique. Donc, on fait de la rétention, oui, mais souvent on a l'envie de donner l'information. Et comme nous sommes des journalistes, nous avons les tournures d'écriture, nous sommes souvent obligés de faire des tournures pour donner souvent des informations. Le PPACI appelle à manifester. Sortez de vos maisons avant 9 h, sortez tous. Je braque directement sur ma chaîne. Mais je pouvais peut-être dire, l'opposition décide, par exemple, de manifester dans les heures à venir. C'est-à-dire, je ne dis pas de manière telle que j'ai reçu l'information. J'essaie de faire des tournures. Raison pour laquelle j'ai dit, je suis d'accord avec vous. On reçoit l'information, mais il faut savoir traiter pour qu'elle soit accueillie de manière, non seulement pour préserver non seulement la vie des autres et nous-mêmes notre vie, mais également pour créer un environnement aussi apaisé. D'accord? OK. Ça me permet, jusqu'où s'arrête notre liberté? Poser une autre question. Jusqu'où s'arrête notre liberté? J'ai dit notre en tant que journaliste. D'accord? Donc, jusqu'où s'arrête notre liberté? La liberté de presse, la liberté d'expression. Jusqu'où elle s'arrête selon vous? Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Est-ce qu'elle a des limites? Non? Il y a des mains. Bonjour. La liberté se limite à la loi. D'accord? Quelqu'un d'autre? D'autres réactions? Où se limite notre liberté? Et est-ce qu'on doit limiter notre liberté? La liberté d'expression, la liberté de presse. Est-ce qu'il y a des limites? Non? Oui? Quels sont ceux qui disent oui? Qui disent oui? J'ai- Quels sont ceux qui disent non? Ah ben non, on n'est pas que quatre dans la classe, dans la salle. Et les autres disent quoi? Notre liberté a des limites. Effectivement, notre liberté a à partir du moment où il y a l'éthique et la déontologie, qui est notre constitution, qui est notre Bible, n'est-ce pas? On nous dit oui, vous êtes des journalistes, vous avez droit à vous exprimer, vous avez droit à la liberté d'expression, mais en même temps, attention,
il y a des limites. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on essaie de nous ranger dans un cadre juridique qui est aujourd'hui encadré par ces institutions comme l'ANP, comme la AK et autres, pour nous permettre de savoir exactement comment travailler. Il est arrivé un certain moment où les journalistes ont porté, c'est-à-dire nos, à l'heure tu le disais Fofana, nos plumes ont porté les armes, ont porté des treillis. Il est arrivé un moment où nos plumes ont porté des treillis. Je suis même en train de finaliser un livre sur la plume en treillis. Effectivement, la plupart des grandes crises passent d'abord par nous. Parce que nous avons confiance à X, au colonel Pierre, qui est une source crédible, qui a l'habitude de nous donner des informations crédibles. Et un jour, une information qui n'est pas crédible. Et comme il a déjà créé une relation de confiance, on ne prend plus le temps d'aller vérifier. On croit toujours tout de suite à ce qu'il nous dit et on publie l'information. Et là, on vient de se faire manipuler sans le savoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos sources d'information, de toutes les façons, qui sommes-nous sans les sources d'information? Rien. Un journaliste sans source, ça ne sert à rien. Donc, pour nous, c'est des personnes, moi je dis toujours, mes sources, c'est mon porte-monnaie. Parce que sans eux, on ne peut pas me payer. C'est eux qui vous donnent les informations et c'est tout le monde. C'est le ministre, c'est le président, c'est le fou du quartier, c'est le drogué, c'est le prisonnier et autres, tout ça. Parce que si vous n'avez pas accès à la maison d'arrêt et que vous avez un contact parmi les prisonniers, vous appelez le contact parmi les prisonniers. Comme on sait qu'ils ils ont tous leur iPhone là-bas, ou peut-être des téléphones, ils peuvent faire des photos et nous emmènent. Et nous, ça nous permet de faire une investigation, ça nous permet de faire une enquête sur, par exemple, la surpopulation de la prison dans les maisons d'arrêt, des personnes dans les maisons d'arrêt, par exemple. Donc, pour dire nos sources, c'est tout le monde, qui ne sont pas forcément nos amis, mais qui nous aident à agrandir notre porte-monnaie, c'est-à-dire nos salaires à la fin du mois. Donc, pour revenir à la question, oui, nous sommes limités dans notre liberté, mais en même temps, nous sommes limités dans notre manière d'écrire. Donc, l'éthique, déontologie et surtout la loi. Parce que je pense que tout récemment, il y a eu une loi en 2022, la loi 2017 qui a été révisée, je crois, avec 8 articles, qui effectivement nous permet de savoir exactement ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est vrai que cette loi nous dit que ouais, nous sommes libres, nous avons droit à la liberté de la presse, mais attention, toute liberté ne nous appartient pas. D'accord? OK. Alors, donc, dans le contexte électoral en période de tension, je disais tout à l'heure, juridique national et international, nous avons ici en Côte d'Ivoire le Code de la presse. Donc, la loi ivoirienne garantit en principe la liberté de la presse et la protection des sources. Cependant, l'interprétation de ces droits reste souvent fragile, notamment hors de conflit avec les autorités. Ça, par contre, c'est ça, hein? Les juristes, quand ils écrivent, ils laissent toujours une porte d'ouverture, un peu comme nous quand on fait une chute, n'est-ce pas? Et chacun récupère maintenant cette ouverture pour pouvoir l'interpréter. Il existe une loi qui nous, peut-être, protège, une loi de la presse qui nous protège, mais en même temps, ça dépend de qui nous avons en face. En même temps que cette loi peut nous protéger, elle peut être en même temps tranchante et dangereuse pour nous. D'accord? Donc, il faut vraiment être très prudent. Donc, on parlait ici de la loi 2017 révisée le 20 décembre 2022 qui comprend les 8 décrets et vise à offrir un cadre juridique et institutionnel propice à l'exercice de notre métier de journaliste. Il est important de garder cette loi à portée de main. Je pense qu'il y a juste, souvent l'ANP distribue des petits manuels là où où la loi est dedans. Moi, je l'ai souvent dans mon sac à main. On ne sait jamais. Donc, tout texte juridique contient des formulations ouvertes qui peuvent être interprétées de manière différente selon le contexte ou la position de chacun. Donc, il est important d'avoir ce manuel pour lire quand même la loi
sur la presse et savoir exactement, c'est-à-dire lorsque vous faites la lecture de ces lois-là, il faut vous mettre dans deux dispositions. La première disposition où je suis d'abord journaliste. Donc, quand je lis entre les lettres. Et la deuxième manière de faire la lecture, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas journaliste. Là, je ne lis pas entre les lettres, mais je lis entre les lignes pour nous permettre de savoir quels sont les pièges derrière ces lois. Parce qu'une loi, les articles juridiques laissent toujours des formulations à interprétation. Donc, ça peut être souvent, comme je le disais tout à l'heure, ça peut nous aider comme ne pas nous aider. Donc, lorsque vous aurez ce manuel, il faut lire. Je pense que M. Thio, le manuel sur la loi, sur la presse, que l'ANP distribue souvent, c'est tout petit bleu comme ça. Je vois ça souvent. Je pense que ça serait intéressant, si vous en avez encore, de mettre à la disposition. Mais il faut toujours faire deux lectures. Toujours faire deux lectures. Une lecture en tant que journaliste, on se prépare, on sait ce qu'on a dit, mais une lecture où on enlève notre casquette de journaliste et on se met dans la disposition d'une personne lambda qui est en train de lire. Et ça nous permet de lire entre les lignes, mais pas de lire les lettres en tant que journaliste. On peut se préparer avec ça. Vous avez également des instruments internationaux comme la déclaration de Windhoek de 1911 consacrée à la liberté de la presse. Vous avez aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques à son article 19. Vous avez également l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération. Est-ce que souvent, dans un pays comme par exemple en Afrique, est-ce que souvent euh, on peut ne pas s'inquiéter lorsque nous faisons de l'investigation? Parce que je vois qu'il y a pas mal de journalistes d'investigation. Est-ce qu'on peut ne pas s'inquiéter? J'ai dit en Afrique. On peut s'inquiéter parce que, d'accord, ça peut finir comment? Des répressions, la mort par exemple. La mort par exemple. Effectivement, je crois en 2003, il y a un confrère camerounais, Martinez Zogo, voilà, qui était comme ça. Il partait au travail un matin, ils l'ont arrêté dans la rue, ils l'ont juste pris là et ils ne savaient pas, ils lui ont juste laissé ses téléphones, tout ce qu'il avait sur lui dans sa voiture. Et 5 jours après, on l'a retrouvé mort. Qui l'a tué? Jusque-là, la question reste posée. Les avocats, les journalistes camerounais demandent justice, mais peut-être que ça va se faire peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, si peut-être celui qui est là n'est plus au pouvoir. Mais nous sommes en même temps exposés. Donc, par exemple, quand la déclaration 19 universelle des droits de l'homme nous dit que nous n'avons pas le droit de nous inquiéter, c'est juste un test, n'est-ce pas? Mais nous, oui, c'est juste un test. Mais nous qui vivons les réalités, qu'est-ce que nous faisons? Il faut prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions. D'où vraiment ce thème qui parle non seulement de la source, mais en même temps de la sécurité. La sécurité commence par nous-mêmes. Parce qu'on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque journaliste. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la volonté, même si l'État le fait, c'est que vous êtes en danger. Parce qu'à tout moment, s'ils ont besoin de vous, c'est ce même policier qui ira vous cueillir et vous emmener. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il est vraiment important de faire attention. Vous avez les typologies de menaces contre les journalistes. Ça me permet d'arriver sur la typologie des menaces contre les journalistes. Il y a des menaces physiques que nous connaissons tous. On a cité le cas du confrère Martinez, où il y a des violences lors des manifestations, agressions ciblées, atteinte directe à l'intégrité physique, tout ça. Est-ce que quelqu'un a déjà été victime? Atteinte à l'intégrité physique ou lors de la couverture d'une activité, qui pourra nous expliquer un peu son expérience, oui.
Mais c'était, voilà, en 2010, en novembre 2010, après ces 2 semaines du deuxième tour des présidents. Voilà, donc j'étais en train de prendre des images d'une maison qui risquait de s'effondrer. Donc, c'était dans une zone à risque. Voilà, donc pendant que je visais mon objectif, là, il y a un petit qui m'a dit, ah, vieux père, il faut courir, hein. Le temps de regarder à côté, je suis déjà entouré de moins 5 jeunes hommes armés de machettes. Ah ouais. À 14 heures, en fin de journée. On me dit, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et en même temps, on me violence, on me menace, c'est des violences, des coups, de poing et autres qui s'en suivent. Donc, j'ai dû me battre pour, en tout cas, je ne sais pas par quelle magie j'ai pu sortir de leur grippe, mais en tout cas, j'ai pu sortir de leur grippe et me retrouver un peu là. Ouais, vous avez eu beaucoup de chance. J'imagine ces Oui, différents coussins qu'individus. j'étais armé de machettes, hein. C'était à 2 semaines des élections. Mais D'accord. c'est des badauds. C'est des badauds. D'accord, ok. Bon, ça, c'était dans le cadre de l'exercice de votre fonction, Oui. mais c'était pas des personnes qui vous ciblaient sur votre production. Non, mais Voilà. ils savaient que je suis journaliste. Et ça, Ils ont su, puisqu'ils ils étaient en ont train de su que prendre vous des êtes photos. journaliste. Ils ont vu que j'étais en train de prendre des photos d'un D'accord. bâtiment. Bon, peut-être que Ben, c'est ils se sont possible. sentis, ils se Oui, sont oui, se sentis sont sentis ciblés, menacés, menacés, effectivement, parce que j'ai vécu aussi la même expérience au plateau, là, voilà, le plateau, là. avec un immeuble qui est abandonné non loin de la CNPS, C'est que où je devais filmer des baldos badauds, qui occupaient un peu ces immeubles abandonnés. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que c'est parti avec pas mal de menaces. oui. Ben là, j'ai dû faire sortir quelque chose au gars, quoi, pour acheter de Ouais, la j'étais- cigarette pour qu'il puisse me laisser, quoi. Mhm. Donc, oui, ça peut arriver. D'accord. D'autres expériences sur le terrain, des personnes qui se sont senties menacées physiquement, agressées physiquement, partage d'expérience, où vous avez entendu parler, non? Bon, moi, c'était vers 2002, 2003, 2004. Je commençais nouvellement ce métier. J'étais encore stagiaire. On m'a envoyé sur le terrain dans un meeting de Bourg-Wégoué, je pense, au plateau. Et arrivé là, les jeunes patriotes, ils étaient là. Et bon, je ne maîtrisais pas le terrain puisque j'étais encore stagiaire. C'était ton baptême. Donc, je m'approche et je vais traverser la foule et m'approcher un peu, prendre des photos. Et là, vraiment, des jeunes je me suis vu encerclé, d'autres même me donnaient même des coups. Et ça me demandait vraiment qui es-tu? C'est une seule personne qui m'a demandé, mais vraiment, toi tu es qui? J'ai dit non, moi je suis journaliste. Voilà. À cette époque aussi, on ne donnait pas aussi des cartes de presse. Voilà, on nous donnait des documents, des sauf-conduits. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Mhm. Voilà, on te donne des papiers. Oui, oui. Voilà, où on écrit dessus que tu es Mhm. journaliste, stagiaire dans tel organe C'est de ça. presse, sans photo. Donc, je fais sortir mon sauf-conduit, je monte, et il y a un qui a pris sa main. Il me dit, tu te fous de nous? Il a pris, le sauf-conduit, il a pris la déchirée de moi. Voilà. Oui, oui, puis ils ont commencé à me taper. Moi, j'ai eu le salut grâce à quelqu'un d'autre qui m'a tiré de là. J'ai dit non, moi, je suis à l'intérieur, je suis stagiaire, tout et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a sécurisé là, puis il l'a appelé. Il était JMK. Bon, c'est JMK qui a dit non, c'est mon stagiaire. Il faut, laisse-le. Donc, vraiment, on m'a donné des coups. On D'accord. m'a donné plusieurs coups ce jour-là. Cool. Ben, courage. D'accord. Merci pour de nous avoir partagé cette expérience et puis encore Yako pour cette période. C'est pas facile, c'était un bon baptême pour vous. Mais pour vous dire qu'effectivement, nous avons plusieurs typologies de menaces contre les journalistes, dont les menaces physiques, avec ce que vous venez d'expliquer. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle menace, qui est la menace numérique.
avec les piratages de comptes, avec les traçages de téléphone, usurpation d'identité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementé par rapport à cette nouvelle menace. Coup physique, peut-être si on vous agresse, on peut peut-être aller voir, par exemple, le procureur ou peut-être porter une plainte. Si on voit la personne, on peut l'identifier. Mais imaginez où vous faites l'objet d'une menace numérique où votre téléphone est tracé, par exemple, est tracé, et on suit toutes vos conversations. Il faut faire souvent attention quand on est journaliste pour ne pas aller partout aussi, parce qu'on peut faire sortir des informations sur vous si vous détenez des documents qui peuvent nuire à une personne. Donc, face à ces menaces numériques, il existe certains logiciels, certaines applications qui peuvent pas forcément, qui sont pas vraiment fiables à 100%, mais qui peuvent nous aider, par exemple. Vous voyez, pour un journaliste d'investigation, si vous n'avez pas de mouchard sur votre téléphone, c'est un problème. Les mouchards, ce sont des logiciels qui permettent d'intercepter tout ce qui est comme virus qui vont permettre de pirater votre téléphone. D'accord? Donc, si vous n'avez, c'est vrai que ça coûte cher, c'est autour de 1000 euros le mouchard à l'année. Mais si c'est vraiment votre job, vous êtes obligé d'avoir un logiciel pour pouvoir sécuriser votre téléphone. Parce que c'est avec ce téléphone, vous allez parler avec tout le monde. Vous allez recouper certaines informations avec vos sources. Et si votre source ne se sent pas en sécurité, par exemple, vous terminez une conversation et au bout de 2 minutes, on appelle la source pour la menacer. Du coup, votre investigation, votre sujet est mort parce qu'il ne vous fera plus confiance. Il ne va pas comprendre que ça ne vient pas de vous. D'accord? Donc, il est important de sécuriser également nos téléphones quand nous sommes en investigation. D'accord? D'accord, je regarde rapidement. Intrusion illégale dans un système d'information. Je n'ai pas ici mis les différents logiciels, mais je pourrais vous citer certains logiciels rapidement qui peuvent vous permettre de protéger en quelque sorte votre téléphone. Ici, par exemple, point hacking. Il est important ici de faire la double authentification sur tous vos comptes, que ce soit Facebook, WhatsApp et autres, on le fait déjà, mais il faut toujours activer la double authentification. Privilégier les messageries cryptées comme chiffrées comme Signal, Protomail. Point, vous allez remarquer que la plupart des journalistes français, américains, ils ont des mails classiques, mais ils ont tous sur Protomail. Parce que jusque-là, j'ai dit jusque-là, jusqu'à cette heure où je vous parle, pour le moment, on n'arrive pas encore à intercepter les mails par rapport à Protomail. Donc, il est important d'avoir quand même un compte Protomail quand vous êtes en train de faire une investigation ou peut-être vous voulez stocker des documents importants. Ce que nous faisons très souvent en Afrique, nous récupérons ces documents importants pour mettre dans nos drives. iCloud, c'est dangereux parce que c'est facile d'aller récupérer vos éléments. Même un petit hacker du village peut aller récupérer. C'est très facile. Mais par contre, jusqu'à aujourd'hui, Signal et Protomail sont encore sécurisés. WhatsApp, on n'en parle pas. Souvent, on se dit non, allons sur WhatsApp, allons sur WhatsApp. En réalité, même WhatsApp, ça ne va pas. D'accord? Même WhatsApp, ça ne va pas. Puis, c'est le messenger de Facebook. D'accord? Ça, par contre, tout le monde peut aller récupérer les éléments que vous avez. Aussi, quand vous êtes, par exemple, en couverture sur le théâtre des opérations, sur un champ avec des terroristes et autres, parce que je vous signale que eux, sont informaticiens, il faut éviter de prendre le réseau normal. Il faut passer par les VTN pour pouvoir avoir la connexion Internet. Ça passe par le satellite.
mais il est le VPN. D'accord? La VPN. Généralement, la presse internationale, lorsque nous partons sur le théâtre des opérations, ce sont les VTM. On vous donne nous les Touareg. C'est des téléphones BlackBerry. Ce sont des téléphones qui sont difficiles à pirater. D'accord? Mais ça, ils ont encore les moyens. Ce n'est pas la même réalité chez nous. D'accord? Ce n'est pas la même réalité chez nous. Mais par contre, aujourd'hui, avec les abonnements VPN, on peut facilement avoir un abonnement de 20 000 francs qui peuvent nous permettre de faire de l'investigation sans passer forcément par nos Wi-Fi et autres, tout ça que nous payons avec les opérateurs que nous avons qui ne sont surtout pas sécurisés. Alors, il y a deux écoles. Une école nous dit il faut désactiver votre géolocalisation lorsque vous vous retrouvez sur le théâtre d'une opération, par exemple la couverture d'une manifestation terroriste ou peut-être en opération de guerre avec des militaires. Une autre école nous dit qu'il faut avoir sa géolocalisation, qu'on puisse vous tracer et vous localiser en cas de problème. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il est important de géolocaliser son téléphone ou désactiver sa géolocalisation? C'est ouvert à tous. Est-ce que la géolocalisation est une menace pour nous? Ça peut être une menace pour nous dans la mesure où, en fonction de ça, non, pardon, ça ne peut pas être une menace pour nous. Mieux vaut qu'on t'arrête et puis discuter après, plutôt que être là et puis on ne sait même pas où tu es. Donc, il faut laisser la géolocalisation enfin activée. Merci. D'accord. Laissez sa géolocalisation. Quelqu'un d'autre? Doyen, vous n'avez pas entendu depuis le matin. Oui, Bonjour à tous, je suis Mamadou Ouattara, journaliste à l'intelligence. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on laisse la géolocalisation parce que lorsqu'on va dans une telle mission, il y a possibilité qu'on se perde. Il y a possibilité qu'on nous enlève. Peut arriver, il y a toute éventualité. Donc, pour une sécurité, il faut laisser la géolocalisation. Il y a une main derrière. Oui. Bon, moi, je pense que la géolocalisation vraiment doit être désactivée. D'accord. Oui, parce que j'ai vécu un cas dans la période de où il y avait une association qui s'est retrouvée au palais. J'étais là, où le président Gbagbo a remis, je crois, 20 millions à cette association-là de porter plainte. Alors, le lendemain, je pense que c'était vers le 19h qu'on avait fini. Et ils ont remis aussi Clotilde, qui était ministre à cette époque-là, a demandé à ce que le président de cette association lui donne les 20 millions de francs pour que le lendemain, il puisse se retrouver dans son cabinet et récupérer comment faire pour porter plainte. Le lendemain, l'association va au cabinet du ministre. Elle était, bon, on ne l'a pas trouvée sur place. 2 jours, 3 jours, on ne l'a pas retrouvée. Et le président m'appelle. Il m'appelle, bon, Samara, voilà ce qui s'est passé, tout ça. Bon, moi, j'étais dans un quotidien à l'époque, l'événement. Et j'ai titré comme ça, la ministre aussi, Clotilde, est introuvable avec l'argent, oui, avec l'argent des victimes. Et elle porte plainte contre moi. Quand elle a porté plainte contre, plainte contre moi, je reçois une convocation à la rédaction et je devrais me présenter un vendredi au tribunal. Donc, j'ai eu mon salut fait à son âme, le douanier Tapé Koulou,
qui m'a dit, bon, vraiment, petit frère, franchement, tu as fait ton travail, mais la convocation qu'on t'a donnée, là, il ne faut pas venir. Hein. Parce qu'il y a des 4 qui vont venir. Donc c'est venu te prendre. Donc, ne viens pas. Je quitte là, je vais avocater chez une de mes cousines, aller me cacher là-bas. Et là, avec mon téléphone, partout où je partais, donc, en tout cas, on me suivait. On m'appelle, on dit non, bon, ici tant, est-ce que tu peux sortir? Je quitte là, je quitte Avocaté, je vais à Trècheville, Grand Marché. Encore, en tout cas, on me suivait aussi. Ce même véhicule va là-bas, je vais aussi à la 8e tranche, voilà, à la cité Vision 2000, c'est pareil. Donc, je me retrouve devant un ami qui était capitaine au 22e. J'explique le problème. Il m'a dit simplement, donne ton portable. Il m'a pris mon portable. Il a levé ma puce devant moi et puis il a détruit ma puce devant moi. Il dit, bon, à partir de ce temps-là, tu es perdu. Voilà comment la géolocalisation, vraiment, moi, j'ai quand même vraiment un mauvais souvenir avec ça, hein, parce que ça a été un cauchemar pour moi. Donc j'étais sans domicile fixe. Donc, je me promenais de quartier en quartier et me cachais. Voilà, parce que c'était dangereux. En tout cas, le grand frère, il n'est plus de ce monde-là. Franchement, il a sauvé ma vie. Vraiment, je lui dois ça. Merci. Il y a lieu, paix à son âme. Mais vous êtes une école d'expérience, hein, camarade. D'accord. Quelqu'un d'autre qui nous partage son expérience et la géolocalisation, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il faut la désactiver lorsque nous sommes sur le terrain? Non? D'accord. Alors, il y a 2 cas. Si, par exemple, vous vous sentez menacé, oui, si vous vous sentez menacé après la publication d'une production, je pense que vous pouvez désactiver votre géolocalisation. Il est important. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, c'était à l'époque qu'on pouvait casser la puce et ne plus vous géolocaliser. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de votre puce pour vous géolocaliser. Il suffit d'avoir l'IP de votre téléphone. Et à partir de l'IP du téléphone, on vous trace et on vous suit partout. Donc, souvent, quand on se sent menacé, la première des choses, on se débarrasse d'abord de son téléphone. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas que se débarrasser de son téléphone. D'accord? Souvent, on a tendance à aller lire nos mails pour voir si on n'a pas reçu un mail quelque part ou on n'a pas reçu ceci ou cela. Donc, à partir du moment où vous avez accès à une plateforme numérique ou digitale, immédiatement, si la personne a déjà votre mail et autres, il y a des logiciels qui peuvent permettre d'envoyer des virus et aller savoir exactement où vous êtes. C'est possible. Donc, aujourd'hui, à le téléphone, nous sommes exposés à tout. Par contre, si vous couvrez un événement, vous partez par exemple au nord du Mali ou du Burkina, et que vous avez votre téléphone, vous n'êtes pas géolocalisé, vous n'avez pas de tracker sur votre téléphone, c'est un problème parce qu'on ne sait pas où vous êtes et comment vous aider. Je vous explique une expérience qui s'est passée en 2013. Lorsqu'il y a eu le coup d'État avec Aya Sanogo. Donc, il y a eu la première tentative pour récupérer de Gao. Et après, deuxième tentative, récupération de la ville de Tombouctou lorsque la mosquée est tombée, tout ça. Et il y avait l'armée française qui voulait faire la pénétration de la ville de Kidal. Donc, ils ont associé des journalistes, ils ont sélectionné des journalistes. Ils ont associé l'armée malienne à cette opération. Donc, les sentinelles, c'est-à-dire les premières personnes devant l'opération, c'était les soldats maliens. Et après, derrière, c'était les soldats français, même s'ils ne disent pas tout. Et encore derrière, c'était les Français, c'était jusqu'à ce que, voilà. Donc, on arrive à une position. On nous dit, bon, on reste sur cette position.
et tout le monde coupe son téléphone. D'accord? Donc, ils mettent un brouillard et même quand tu ne veux pas, ton téléphone ne fonctionne pas parce qu'ils ont activé le brouillard. Et pendant ce temps, avant qu'ils ne lancent la lettre, des soldats maliens avaient déjà pris des photos qu'ils ont balancées sur Facebook. Tu vois, c'est écrit Brave Tchè. Non. Donc, du coup, tout le monde venait commenter parce que voilà, c'est un soldat brave qui va défendre les couleurs du Mali face aux terroristes, tout ça. Les terroristes n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça. Parce que derrière chaque photo, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Derrière chaque photo, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, ils ont simplement récupéré une photo de la position, identifié notre position. Parce que je faisais partie de ce convoi. Ils ont identifié notre position. Pour l'armée française, ils avaient pris les dispositions qu'il fallait et on attendait l'heure, parce que c'était une période de jeûne. Donc, on attendait l'heure pour pouvoir rentrer maintenant dans la ville. Et c'est eux qui ont été surpris. Pour ne pas dire, c'est nous qui avons été surpris. On s'est senti encerclés et des tirs venaient de partout. Il fallait quitter la position. Il fallait d'abord mettre les journalistes dans les chars, quitter la position, tout ça. Et après enquête, il est ressorti que ce sont des soldats, effectivement, qui ont pris des photos, qui ont balancé ces photos. Effectivement, quand ils ont donné les instructions, ils ont éteint leur téléphone, mais la position métadonnée était déjà présente. Les gens avaient déjà récupéré à partir de ces informations-là la position exacte. Même si c'est vrai, par moment, il y a toujours des personnes qui donnent des informations dans ce genre d'opération. Mais ils ont dû se retourner. Ils n'ont pas pu mener cette opération à bien. D'accord? Il y a eu le cas de deux journalistes Dupont. Nous étions effectivement à Kidal. Tous à Kidal. Et lorsque on nous a demandé, parce que généralement la presse internationale, il y a des trackers sur vos téléphones. Et les trackers permettent également aussi de faire du renseignement, savoir exactement quelles sont les personnes avec qui vous êtes, avec qui vous marchez, tout ça. Donc, ils se sont rendus compte que les fixeurs qu'on avait n'étaient pas des fixeurs sérieux. D'accord? Donc, tout de suite, le service sécurité, parce que dans ces médias-là, vous avez des services sécurité. Ils sont là pour votre sécurité. Quand ça ne va pas, on te dit tu ne vas pas. Voici. Même tout ce que vous faites comme mission est préparé à la. Quand ils se rendent compte que les fixeurs ne sont pas des personnes sérieuses, on nous alerte pour qu'on puisse tous quitter la zone. Et bizarre, même Al Jazeera également a demandé à son équipe de quitter. Et tous, en sommes sortis de Kidal. D'accord? Nous sommes tous sortis de Kidal. Et quand Dupont a reçu un appel pour dire non, que son interview était calée et il fallait partir faire l'interview. Malgré tout ce que les autres ont dit, bon, nous autres, on ne nous écoute pas forcément, mais tout ce que les autres journalistes spécialistes en guerre ont dit, mais ils sont tenus quand même à partir. Ils sont partis avec le téléphone qui était traqué. Le service sécurité, au moment d'intercepter, c'est-à-dire là où on les envoyait avant de mourir, l'armée française ne pouvait plus arriver. C'était carrément dans le fond, vers l'Algérie. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient plus rien faire. D'accord? Mais ça a quand même permis au service sécurité d'identifier là où les corps ont été abandonnés. Parce que ça vous donne un environ. On va vous dire peut-être ça balaie sur 15 km, sur 20 km. Même s'ils jettent le téléphone quelque part, on se dit ils sont dans cette zone. Et après, on a pu les retrouver. Donc, c'est aussi important d'installer des trackers sur nos téléphones pour savoir exactement quand vous envoyez sur le terrain des jeunes journalistes qui ne sont pas forcément aguerris, il faut suivre leurs traces. Ah, attention, là où tu es en train de partir, c'est dangereux. Il faut peut-être passer par là. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. D'accord? Donc, c'est important de mettre quand même la géolocalisation sur le téléphone. Même si on ne nous retrouve pas vivants, mais ça peut quand même
identifier la localisation pour récupérer le corps sur le terrain. Et il y a eu plusieurs expériences comme ça dans plusieurs pays, que ce soit au Mali ou au Burkina, que je pourrais expliquer. Mais la géolocalisation, par moment, nous sauve la vie. Par moment, nous sauve la vie. Au Burkina, on partait, on suivait des terroristes et on avait une source qui était tellement efficace, une source qui était tellement fiable et la confiance était établie. Vraiment, si cette source-là me dit, ma camarade dort ici, je dors. Dors parmi les pitons, je dormais parmi les pitons. Mais, arrivé à un certain moment, cette source ne nous appartenait plus. Vous savez, c'est la règle de l'argent. Hein. Les gens payent mieux que les Français, les terroristes. Ça, je vous le dis. Hein. Lui, ils ont les moyens qu'il faut. Hein. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, même nos fixeurs, les fixeurs dans ces zones-là, c'est dangereux. Tu vas lui donner combien qu'il n'a pas et qu'il n'aura pas. Donc, c'est un peu dangereux. Et ce fixeur, on partait et il nous dit, bon, vous restez là, on va dormir chez cette dame. Il y avait une dame qui était là, tout ça, on dort là. Ils viendront échanger avec vous, ils viennent, ils échangeaient. Et ça, je tournais pour Al Jazeera. La dame, elle nous donne à manger, tout ça, bien accueilli, tout ça. Il dit non, on ne peut pas partir cette nuit parce que c'est dangereux. Mais tout était tellement beau sur le plan sécurité. Parce que si on part, vous voyez, il peut y avoir peut-être ceci, cela. On attend peut-être à l'aube, on sort plus tôt, on va arriver à telle heure, tout ça. Bien tracé. On dit OK. Et quand je reçois la lettre, comme je l'ai dit, la plupart des journalistes de la presse internationale ont des trackers. Donc, quand il y a un danger, immédiatement, on vous emmène la lettre. Donc, quand je reçois le message d'alerte rouge, donc je vois et j'appelle tout de suite le service sécurité. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pose pas de questions, dégage. Pose pas de questions, dégage. Je dégage comment? Pose pas de questions, dégage. Et généralement, nous avons des codes. D'accord? Et moi, je n'ai pas vu mes derniers mails où quand on me dit, pose pas de questions, dégage, tu dégages sans ton fixeur. Sinon, on te dit, récupère ton équipe et quittez les lieux. Parce qu'on vous donne des codes lorsque vous partez. Et comme je n'ai pas regardé mes derniers mails, je n'ai pas regardé pose pas de questions, dégage, qui était le code sans ton fixeur ou le chauffeur. Donc, je dis au chauffeur, bon, le service sécurité vient d'appeler, on doit dégager. Le chauffeur dit, non, on ne peut pas partir comme ça. Non, non, on doit partir. L'officier dit, ah, mais comment on va faire? C'est la honte. Tu vois, je me suis battu, je peux avoir l'autorisation, tout ça. Je dis, on ne pose pas de questions, on part. Donc, c'est dans le désert. Moi, je ne connais pas la zone. Donc, on prend la route. Et je me rends compte que sur la route, je regarde, nous sommes en train d'aller dans l'autre sens. Et pourtant, on doit prendre la zone nord. Donc, quelque chose me dit, va checker tes mails. Je check mes mails et je vois le code. Je me dis, ah, ça, c'est une vraie menace. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas dire au chauffeur, arrête-toi là. Je ne peux rien dire. Donc, je suis là, je regarde mon caméraman. Et puis, je lui dis, c'est un petit baoulé là. Il dit, Kofi. Ah, c'est gâté, hein. Il dit, ah bon, il dit, ah, Kofi, on fait comment? Donc, le fixeur se tourne, il nous regarde, tout ça. Il dit, non, il y a quoi? Il dit, Kofi veut aller à la selle. Il dit, bon, d'accord, descends. Donc, Kofi descend. Moi, je reste dans la voiture. Il s'efforce là-bas à faire ce qu'il ne vient pas. Il ne vient pas, il ne vient pas. Heureusement que j'ai l'habitude de travailler avec Kofi. Kofi s'est arrangé pour se perdre dans le village. Donc, le temps qu'on va prendre pour le chercher, parce que ça, ce n'était pas prévu. Hein. Vraiment, ce n'était pas prévu. Qu'il disparaisse dans le village, tout ça. Le temps va trouver Kofi pour quitter. On a dit, bon, dans ce cas, on va retourner vers la gendarmerie qui est dans l'autre ville. Le fixeur du qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, appelle notre personne contact et dit à la personne contact, il faut qu'on retrouve le caméraman parce que je ne comprends pas. Où est-ce qu'il est parti? Le gars me dit, ah, j'espère qu'ils ne l'ont pas pris. Voilà, les Blancs vont nous créer des problèmes, tout ça. Et il commence déjà à culpabiliser. Et moi, ça me permet de savoir que nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions. Donc, je lui dis, on replie chemin, on abandonne Kofi là-bas, on replie chemin, et puis bon, arrivé là-bas, on verra ce qu'il faut faire.
Moi, on va dans un petit poste de police et puis je signale. On me dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, madame, ou bien, je dis, non, non, je vais attendre. Et si le monsieur me dit clairement qu'eux ne peuvent pas arriver dans la zone pour aller chercher mon collaborateur. Il a dit, bon, dans ce cas, moi aussi, je ne bouge pas, j'attends ici. Soit c'est son corps m'emmène, soit il va peut-être tout faire pour venir me trouver là. Donc, ils étaient embarrassés. Parce que là, je suis dans la main de la police. Ah, je le vois sortir, il communique, il revient, il communique, il n'est pas à l'aise, il communique. Donc, il est important d'avoir aussi, de savoir lire les cartes. Parce que souvent, on ne sait pas lire les cartes, on se retrouve dans des zones où nous sommes souvent victimes. Donc, tout ça fait partie de la sécurisation du journaliste lorsque nous sommes en opération, lorsque nous sommes sur le terrain des reportages. Ça, c'est important. Ça peut être des cas vraiment isolés quand vous êtes peut-être en sécurité défense, mais il y a également, ça peut être aussi en ville. Aujourd'hui, on ne peut même pas se déplacer sans le GPS à Abidjan. Tant que tu ne mets pas le GPS, tu ne peux pas aller voir ton voisin parce que tu es perdu. Mais avant, on pouvait peut-être dire à côté de la pharmacie de temps. Et on connaissait toutes les pharmacies par cœur, de toutes les communes parce qu'on n'avait pas le GPS. Mais il ne faut pas se séparer de la lecture de la carte, qui est très importante. Si vous savez, même sur le téléphone, à partir du moment où vous savez lire la carte et vous savez que Kidal est au nord et que Momti est à l'ouest et que la personne prend la voie en allant à Kidal du nord, il y a un problème. Il faut tout de suite s'arrêter. D'accord? Et ça, par contre, ça fait aussi partie de la sécurisation du journaliste lorsque nous sommes en reportage. Nous avons d'autres pressions, ça ce sont les pressions numériques et digitales, mais nous avons aussi la pression institutionnelle avec les interpellations, les censures et souvent même des refus d'accréditation. Donc beaucoup de journalistes sont victimes dans certains pays, par exemple au Burkina ou au Mali, où certains médias sont interdits de travailler. Et ça également, ce sont des pressions institutionnelles. Nous avons également la désinformation. Tout ça fait partie de la typologie des menaces. Nous avons la désinformation ou la source d'information à qui la personne à qui on a entièrement confiance arrive à nous induire en erreur. Parce que très souvent, la désinformation vient par ces sources-là. On a confiance, on établit une relation de confiance. La personne nous dit, j'ai dit que c'était, il y avait 10 000 manifestants. Oui, c'est 10 000 manifestations, ce n'est pas à discuter. On écrit directement parce que la personne n'a pas l'habitude de nous mentir. D'accord? Donc, la désinformation rentre aussi dans le cadre de la manipulation, dissimuler une vérité, discréditer une opposition ou des journalistes. D'accord. Alors, vous avez différentes formes de désinformation officielle. Je vais rapidement dessus. Ce sont les... Bon. On va déjà partir sur les formes courantes de désinformation officielle, d'accord, qui viennent de nos sources. Vous avez des chiffres qui sont souvent falsifiés sur la participation électorale, l'insécurité, la santé, le nombre de manifestants, etc. Vous avez également des annonces tronquées. On l'a vécu avec la COVID, là. Voilà, des annonces tronquées, présentation partielle ou biaisée d'une réalité. Vous avez la manipulation de certaines photos et vidéos qu'on appelle les deepfakes. Parce que hier, on pouvait encore faire confiance à la vidéo, on pouvait faire encore confiance à la photo. La preuve, quand tu dis, j'ai vu à la télé, j'ai écouté à la radio, c'est que c'était vrai. J'ai entendu, c'est que c'était vrai. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se fier à notre œil, on ne peut plus se fier à nos oreilles parce que la désinformation et la manipulation passent par ces organes. Vous avez également les récits fabriqués, construction d'une version des faits sans fondement objectif. Lorsque vous êtes en face de ce genre de personnes, il faut faire attention. La personne vous appelle pour vous dire, ah, je vous dis, il y a eu 200 morts. 200 morts, j'ai vu, vous avez vu, mais est-ce que vous avez fait des photos?
Non, je n'ai pas fait de photo. OK, je me méfie. Qu'est-ce que vous avez comme image? À part vous, qui a vu? Non, j'étais mon fils. Je me méfie. Parce que votre fils peut faire partie de la manipulation. Par contre, si j'appelle peut-être le chef du village ou peut-être un résident, là, ça me permet de recouper mon information. Vous avez également les formes de désinformation officielle institutionnelle avec le blocage d'accréditation, convocation abusive et autres, tout ça pour vous empêcher de continuer soit votre investigation ou le travail. Il y a aussi le côté psychologique avec les campagnes d'harcèlement avec le numérique aujourd'hui. Effectivement, personne n'a envie d'être exposé sur les réseaux sociaux. Personne ne veut exposer sa famille sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui domine au fait l'harcèlement numérique et les pressions sur les familles, par exemple. On veut vous harceler sur les réseaux sociaux, on appelle tout de suite votre, votre femme sur Messenger pour dire, dis à ton mari d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Ben, quand vous allez rentrer à la maison, si vous n'arrêtez pas, vous n'allez plus manger. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle va dire, voici mes enfants, à cause de ton travail, on va tous mourir. Et psychologiquement, ça vous bloque. Vous n'allez plus avancer. Diendéré au Burkina. Comment Diendéré, ils ont mis la main sur Diendéré? À cause de sa famille. À cause de sa famille. Diendéré, c'est un soldat. Quand je dis c'est un soldat, c'est vraiment un soldat. Et il n'allait jamais lâcher. Mais à partir qu'ils ont mis la main sur sa femme et ses enfants, il était obligé de laisser la garde républicaine. Ils sont allés le chercher. Il a demandé qu'on vienne le prendre et de libérer sa famille. Donc, à partir du moment où il y a l'harcèlement sur votre famille ou des menaces sur votre famille, quel que soit l'amour du drapeau, quel que soit l'amour de la plume, on n'a pas envie d'exposer notre famille. Et aujourd'hui, ce sont ces nouvelles menaces qui nous préoccupent sur les réseaux sociaux. Alors, quelques mesures de protection. D'accord? Se former à la couverture sécurisée des événements sensibles. Pourquoi je parle de se former à la couverture des événements sensibles? Il est important de se spécialiser. Vraiment, il est important de se spécialiser. Si vous envoyez un journaliste sportif lors d'une manifestation politique ou peut-être, je ne sais pas quoi, c'est sûr qu'il va faire des erreurs pendant la couverture. Parce que si un terrain de football, on peut se permettre d'aller partout, de partir dans les vestiaires, de toucher tous les joueurs. Ce n'est pas le cas lorsque vous êtes dans la rue en train de suivre une activité de manifestant. Donc, il faut spécialiser nos journalistes. Travailler en binôme ou en réseau. Et ça se réussit très souvent avec la presse internationale. On travaille très souvent en binôme. Si AFP emmène par exemple un journaliste, TF1 envoie un caméraman, BFM emmène un preneur de son. Comme ça, les risques sont ne sont pas très élevés pour perdre peut-être toute une équipe. On peut envoyer toute une équipe, mais tout le monde ne va pas en même temps sur le terrain. Et les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, sur le théâtre des opérations, on ne fait plus le contact avec, les militaires sur le terrain. C'est les drones qu'on envoie. D'accord? On pompe le drone et on lui dit voici ce qu'on veut comme image. Et à partir maintenant de notre mélangeur, on récupère les images des drones. D'accord? Donc, les choses évoluent. Et c'est vraiment à partir aussi de ces crises-là qu'est née la spécialité JRI, le journaliste reporter d'image. Parce que lorsque vous partez en opération, ce sont des primes d'assurance. Donc, imaginez, vous avez un preneur de son, un caméraman, un chauffeur, un journaliste, je ne sais pas, un lampiste. C'est au minimum 5 personnes. Il y a même le producteur qui est dans la production qui doit être là. Le chef d'aide souvent qui vous accompagne. Et tout ça, même si on doit donner 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, ça fait déjà 7 000 euros de prime d'assurance. D'accord? S'il y a un problème, vous perdez 7 personnes dans votre rédaction. Donc, c'est comme ça, les gens ont commencé à privilégier la spécialité JRI dans ces médias où vous êtes formé à tout faire. Si vous mourrez, vous êtes seul, mais on a d'autres personnes pour vous remplacer, pour dire que nous ne sommes pas du tout indispensables dans nos rédactions. D'accord?
Il y a également avoir le kit sécurité numérique. Au-delà de votre téléphone personnel, il faut toujours avoir votre kit numérique sécurisé. Et moi, souvent, ce que je dis souvent à mes stagiaires, lorsque tu vas sur un événement, laisse ton téléphone au bureau et récupère le téléphone du bureau pour partir. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas courant, mais très souvent, nous, on a ce qu'on appelle le kit sécurisé numérique. C'est-à-dire, vous partez seulement avec le téléphone du bureau et chaque fois quand vous revenez, on efface toutes les données. Mais quand vous partez avec votre téléphone, que vous laissez tomber le téléphone, à partir de là, on peut facilement remonter vers certaines informations ou peut-être essayer de mettre en danger votre famille. D'accord? Il faut aussi garder un référent juridique. Bon, ce n'est pas courant ici, mais on va y arriver. On va y arriver. Il faut toujours avoir un référent juridique en cas d'agression ou peut-être de menaces, très souvent venant des hommes politiques ou même de